La Mishnah en bas de la page Peitet Amoudbet. Combien de lignes avant la Il y a La seulement Mishnah. une Mishnah. La Mishnah qui est en bas. Amotzi Eitzim Kedei Levashel Beitza Kala. Encore une fois, on parle des mesures d'éléments différents. Que si on les sort le Shabbat de Reshut Yachid et Reshut Rabim, ça s'appelle Hotsa'a, on est chayav. Mais pour être chayav, pour transgresser l'interdiction de Hotsa'a, on a besoin d'un shiur minime. À ce moment-là, on continue, on a fait ça longtemps avant. On retourne à ça à la fin du chapitre. Amotzi Eitzim Kedei Levashel Beitza Kala. Donc la quantité de bois, c'est une quantité qui va nous permettre de cuire Beitza Kala. On va voir. Un œuf. Oui, mais un œuf qui se cuit facilement et vite. Un œuf à la corde. On va voir. Tavlin, Kedei Litabel Beitza Kala aussi. Comment on appelle ça? Des épices. Des épices pour épicer un œuf aussi, Beitza Kala. Umitzarfin ze imze. Et les épices, on peut les joindre ensemble pour arriver à cette quantité minime. Klipei egozin, klipei rimonim, istis vepua. Tout ça, c'est des espèces de teintures qui proviennent de plantes. Ok, des espèces de plantes qu'on utilise. On extrait de ça une peinture, comme on dit. Quelle est la quantité minime? C'est une quantité qui nous permettrait de peindre un petit morceau de tissu qu'on met en haut du sfacha. Sfacha, c'est les femmes, ils mettaient comme comment on dit, un filet, pas un filet, ils mettaient Un voile. non, un chapeau sur la tête, mais c'était un chapeau comme un kissouille. Non, ça souille Un ruban. elle souille mes choses Les là. tresses. C'est pas filet, c'est un. Charlotte. Un bandeau. C'est un truc avec des trous au milieu. C'est une réchette. Réchette, comment on dit réchette en français? Un voile. Un voile Un cassé. filet, Un filet, alors j'avais dit un filet au début. Un voile. Un filet, alors ils mettent un espèce de filet sur la tête. Ils mettent un filet sur la tête et en haut de ce filet, apparemment, il y a un morceau de tissu. Donc, on a besoin d'une quantité de teinture qui nous permettrait de peindre ce petit morceau de tissu que la femme met en haut de son filet. Meiraglaim, neta veborit, kamoya Raglaim, ve'ashlag. c'est la pipi. Oui. Alors figure-toi qu'à la belle époque, ils utilisaient comme des détergents. Alors ils attendaient que l'urine devienne très acide. Ils attendaient pas mal de temps. Et ils utilisaient un petit peu d'urine, mélangeaient ça pour faire la lessive. Mais ça veut dire pour enlever les taches. Enlever les taches. Et il fallait quelque chose comme un détergent. Entre autres, il y a besoin de quelque chose, un peu d'acidité. Ils utilisaient l'urine après un peu de temps, entre autres. Mais ces choses, que ça soit, tout ça, c'est des détergents. Mais Raglaim, Netzer, Borid, Kamolia, Ashlag, on va en parler, que des Lechabes, Begel, Katan, Pisvacha, encore une fois, la même mesure. C'est une quantité suffisante pour enlever une tache de ce tissu que se trouve en haut du filet que la femme met sur ses cheveux. Elle met ça sur ses cheveux en dessous d'une PA. C'est un truc qui garde les cheveux en place et puis sur ça elle met un... Rabbi Yehuda Omer Kedei laha'avir et haketem. Et lui il dit simplement pour enlever c'est quoi un ketem? Une tache. Et oui, mais c'est une tache de sang de la nida. On a besoin d'une quantité minime de détergent pour enlever cette tache de sang. Maintenant, quel est le but d'enlever cette tache de sang? Un habit sur lequel il y a une tache de sang, il est... Attendez, le rab est ici. Non, ça va. Il vient venir. Le sang de la nida, c'est rentamé. Oui. Ok. Alors, normalement, l'habit
l'habit sur lequel il y a des taches de sang, l'habit il est tamé. Mais ce n'est pas suffisant de tremper l'habit dans le mikvah. Il ne va pas devenir tahor tant qu'il y a des taches de sang. Donc on a besoin auparavant d'enlever les taches de sang s'il y a des taches de sang sur un habit quelconque. Après, tu prends l'habit, tu le mets dans le mikvah. Non, on ne parle pas de Shabbat. On va pas de Shabbat. Oh non, on parle de la Transporter le quantité. Shabbat. Quand on parle la quantité de détergents qui sont considérés comme importants, ça veut dire que si tu les fais sortir, tu fais Hotsa'a, tu as transgressé Hotsa'a. Comment on dit? C'est quoi qui détermine la quantité? Une quantité qui est capable d'enlever ces taches de ce tissu. Petit. Oui, c'est pas beaucoup. Je sais pas. Ça dépend. Ça c'est dépend. pas Ça un dépend de livre la pour Une tâche. seconde. Il y a des tissus que ça part pas les taches. Ouais, d'accord, mais de toute façon, s'il ne s'agit pas de grande quantité, la quantité Si. elle est petite. Mais ça dépend de la tâche, la taille de la tâche, Et du tissu. entre autres. Ok, ça c'est la Mishnah. Alors la Gemara dit, tu me dis au commencement 8 sim, la quantité de bois c'est pour cuire un œuf, et la Gemara s'étonne parce qu'on avait déjà apparemment appris ça auparavant. Oui, exactement, Ouais. c'est un Ouais. répétition. Tu veux, c'est qu'est-ce que c'est Chazara? Peut-être qu'on n'avait pas Qui pour. te rembourse. Ouais. Alors la Braïta dit, Tanina, Chadazim, on a déjà appris ça Oui, oui. auparavant. Et la Gemara dit, elle cite la Braïta, Kané c'est comme des roseaux, donc rosé c'est morceau de bois. Kané kedela asot kulmus, la quantité suffisante c'est pour faire une plume. Imaya av omeusas, si ce morceau de roseau il était trop épais ou il était brisé, donc il n'est pas capable d'être utilisé en tant que plume, kedele vachel beitsa kala shebe beitzim Troufa venetuna beilpas. Alors là, le critère devient une quantité qui serait capable de cuire un œuf, kala, qui, chez le beitzim, donc en fin de compte, on parle d'un œuf d'une poule. Troufa, c'est un œuf battu. Un œuf qui est battu, il cuit plus vite que d'autres formes d'œufs. Dans une poêle, netuna beilpas. C'est une omelette. Non, oui, peut-être une omelette. Brouillé, on appelle ça un œuf brouillé. Un Un œuf brouillé. Brouillé, ok. Mais moi, je ne suis pas brouillé. Alors la Gemara dit encore une fois, la question est pourquoi la Mishnah nous enseigne quelque chose qu'on a déjà appris auparavant. Oui. Alors la Gemara dit, Mao de Taïm, qu'est-ce que tu aurais pu apprendre si on se suffisait de ce qu'on avait vu avant? Hatamahu de l'ochazé le midi. Là-bas, on parle de roseaux, morceaux de bois qui ne sont pas utilisables. Alors là, on donne ce critère. Aval eitsim, mais quand on parle de morceaux de bois, de chazou, les kacha de aklida. C'est quoi un kacha de aklida? Aklida, c'est une clé, et la clé, elle a des dents. Et les dents consistaient de morceaux de bois qu'on mettait à l'intérieur de ce truc de métal, et on construisait les dents de la clé avec des morceaux de bois. Donc, comme ces petits morceaux de bois, ils avaient une utilisation, même en tout petit. Alors, on aurait pu penser que le shiur, la mesure, serait différente. À filu kol shiur, on aurait pu penser le moindre morceau de bois, ce serait suffisant, parce que c'est considéré comme important, parce qu'on peut l'utiliser même un tout petit morceau en tant que dent pour les clés, que mashblan que non. Que la mesure, elle reste la même, que la mesure, c'est la quantité suffisante pour faire cuire un œuf. Kalash et Bobetsi. Ok. Juste ici, il y a des questions. C'est marrant ça. Bon, je ne sais pas si mon propos va être judicieux, mais je veux dire, ça s'adresse à différentes personnes. Je veux dire, l'œuf, bon, une femme, une dame ménagère, ou bien alors un agriculteur, la teinture pour les cheveux à la femme, le bois pour l'agriculteur, etc. Donc, il y a différentes catégories de professionnels, de personnes. C'est marrant, ça. Tu as raison, mais quel est en fin de compte le point en commun? Quel est l'intérêt, quoi? Quel est le point en commun entre tous ces exemples différents qu'on donne? Ouais. Quel est le point en commun? C'est s'adresser à toute personne qui utilise ces produits. Non. Quel est le critère nécessaire Une mesure. dont on a besoin pour déterminer qu'est-ce que c'est Hotsa'a? Le critère de J'ai base. besoin en tant qu'individu, en tant que professionnel, j'ai besoin de références. On a besoin d'un élément ou une quantité de quelque chose qui est considéré comme important. Oui, Important. Maintenant, l'importance,
elle s'exprime par le fait que ça devient utilisable. Donc on dit à partir de cette quantité, c'est important parce que tiens, dans ce contexte, c'est utilisable. Dans un autre contexte, c'est utilisable. C'est ça, on change de contexte, mais le principe reste le même, que un principe d'importance. Parce que Ça c'est s'adresse à utilisable. différentes parties. Non, Oui, non, c'est vrai, je c'est vrai, ne c'est suis vrai. pas d'accord avec Richard, Oui, pour une merci. fois. Je pense qu'il parle de différentes catégories professionnelles et je pense que pourquoi on a retenu l'œuf et pas la dent de la clé. Sur la dent de la clé, ça s'adresse à un professionnel vraiment très pointu. Et tandis que l'œuf, Ça touche c'est tout le monde. monde. Oui, c'est vrai. Bon, ouais, tu reviens. C'est vrai. On est d'accord pour une fois, c'est bien. C'est bien. Ok. Alors on continue dans la Gemara. Au remède, on apporte une kushia. Une kushia, on avait dit avec des épices. On peut joindre des épices différentes pour créer une mesure minime. Et au remède, Attends, tu n'as pas relu. Velim qui est les. Tavlin kedei letabel beitza kala, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que la quantité minime d'épices, c'est pour épicer Pour épicer, un œuf que tu... c'est pas grand-chose. Voilà. Mais c'est suffisant pour que ça soit important. Un œuf, tu ne vas pas manger sans mettre du sel et du poivre et compagnie. Oui. Tiens, il y a un oiseau ici, Depuis hier. en haut du drapeau. Depuis hier. Hein? Il faut le sortir, non? Ah, j'ai pas vu. C'est un œuf de poule. Parce que parmi les oiseaux, la volaille, il y a beaucoup d'oiseaux différents et d'œufs différents. Mais apparemment, l'œuf qui est le plus sensible, le plus vite à cuire, c'est un œuf de poule, tarnégolette. Mais on nous dit qu'on peut prendre des épices différents, et s'il n'y a pas assez de quantité d'une épice, on peut en prendre quelques-uns, les joindre ensemble. Alors on apporte une kushia au reminu. Tavlin, shnaim, veshalosh, shemot, memin echad. Quand tu as, aussi, tu as 2 ou 3 épices qui ont le même nom, c'est le cas le même nom. Disons, on a des épices de poivre. On a du poivre blanc, du poivre noir, du poivre rouge, mais c'est poivre. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Shalosh shemot, memin echad, ou mishlosh minim, ou de 3 poivres différents. Maintenant, on parle ici... Ou 2-3 épices. Pardon, 3 épices différents, avec des noms différents. Et assourine, qu'est-ce que ça veut dire assourine? Ça veut dire que si ces épices, ils ont un problème, par exemple, ils sont tevel, ou ils sont orla, par exemple. Alors, si tu as une quantité, pour établir une quantité minime de orla, une fois que tu as mis ces épices sur la nourriture, ça rend la nourriture interdite. Ça aussi, tu as besoin pour orla, disons, ou que ce soit quelque chose d'autre, je ne sais pas, trouma, tu as besoin aussi une quantité minime. Tu peux aussi joindre ces épices ensemble, mitzrafin zeimze, après ça va rendre la nourriture sur laquelle on a mis les épices interdite. Ve'amar Chizkia, et Chizkia a dit, on passe en haut de la page suivante, de minei metika shanu. Quand est-ce qu'on peut joindre et mélanger ces épices différentes pour créer un chiot minime? Seulement quand tous ces épices, ils ont le même effet. Les matek, ils vont adoucir. Ho'il ve'reuim les matek, kadera. Ta'ama de chazul les matek et kadera. Ha lav hachi lo. La Gemara dit, tu vas bien. La Mishnah nous dit, tu prends les épices et tu peux les joindre ensemble, c'est pas important. Si tu peux joindre les épices différentes ensemble pour créer un chiot minimal. La Gemara nous dit en apportant cette braïta que Chizkia dit non. C'est seulement si les épices, ils ont également la capacité de les matek, de rendre matok, d'adoucir. Et la Gemara répond, Hachi nami, ici dans la Mishnah, on parle de la même chose. Chazu, le matek, on parle d'épices que sont tous capables d'avoir le même effet, c'est-à-dire que les matek. D'adoucir. Moi, j'aurais pensé, je devine, mais que l'idée qu'ils ont le même effet, mais ça ne doit pas être les matek, ça pourrait être aussi, comment on dit,
La rif, exactement. Je pense que l'idée de base, c'est qu'ils ont tous le même effet. S'ils ont tous le même effet, tu peux les joindre ensemble. Ça ne doit pas être, je pense, comme les matek, ça pourrait être aussi la rif de... Pour rendre Malouard Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on donne maintenant l'exemple, on dit 3 épices de la même sorte d'épices, Ouais. ou bien de 3 épices différents? Quand tu dis 3 épices différents, tu as déjà les 3 épices les mêmes, poivre rouge, poivre blanc, poivre marron. C'est pas la même chose. Mais Non, t'as quand on parle de quantité, à partir du moment où tu dis il y en a 3, à ta peut-être il est déjà dedans. Non, moi je comprends, je ne sais pas si ta question est que si tu me dis je peux joindre ensemble trois épices différentes, Ouais. si tu prends un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cinnamon, Voilà. et tu peux les mettre ensemble. Ouais. Alors, à plus forte raison, je dirais, à plus forte raison, Le même tu peux espèce. prendre 3 espèces du même truc. Ouais. Et c'est en plus. D'accord. Si ça c'est ta question, c'est une bonne Oui, c'est question. ma question. Non, Et pas j'ai pas de forcément. réponse. Pas forcément. Quand on dit 3 espèces différentes, il faut que les 3 espèces soient différentes. Ça ne veut pas dire forcément que c'est valable aussi pour 3 Oui, à plus forte raison. Non, mais si tu me dis, je peux prendre trois épices tout à fait différentes, ok? Encore une fois, ils ont du sel, du poivre et cinnamon. Et tu peux les joindre ensemble. Alors, à plus forte raison, si tu as 3 De la même de la espèce. même catégorie, tu as du poivre blanc, poivre rouge, poivre Tu arrives à la vert, quantité. à plus forte raison. Ça devient, comme on dit, mi-temps, ça devient redundant. Je n'ai pas besoin d'enseigner 5 ça. grammes, 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes. Non, mais de toute façon, c'est en parenthèse. Mais moi, j'ai une autre question. Ok, c'est quoi ta question? Gémine Romine, on apporte, Oui, non, on non, apporte une kushia. source qui contredit. Oui, ça ne contredit pas, c'est des dynimes différents. Or là, et puis tout le Shabbat. Apparemment, dans ce contexte, c'est conséquent la même idée. Mais tu as raison, Yuda, c'est 2 choses différentes. Un, c'est quantité, que ce soit conséquent important dans le contexte de Hotzah. Et l'autre, c'est... mais néanmoins, on voit que la Gemara considère que c'est la même chose. Klipei gozin ve klipei rimonim satis ve pua kedei litzboa beged katan. Donc ici, c'est quoi? On avait dit, c'est des choses qui proviennent de la nature, Les épluchures qu'on de noix. utilise pour faire la teinture. Ok? Donc, clipé et gozine, c'est les peaux de noix. Clipé, rimonim, la peau de grenade, satis. Les peaux de noix, On va voir, quand j'espère que la Gemara Quand explique. elles sont fraîches encore, Hein? les peaux des gosines, Oui. c'est quand les Oui, gosines, d'accord. elles Oui, sont bien fraîches sûr. encore. Si c'est sec, C'est inutilisable. épaisse. Alors la Gemara dit au Romini, on apporte une apparente contradiction. Hamotsi samanim shruyin kedei litzboa behen dugma leira. Ici, on nous dit que Hotsa'a, quand tu parles de faire, tu fais sortir des peintures, c'est déjà à l'état de peinture ou teinture. C'est quoi le shiur? C'est quoi la mesure? Pour teindre, Un exemple. Dugma l'ira. Dugma l'ira, regardez le Rashi, c'est la 2e ligne d'en haut. Dugma l'ira. Me'at tsema, c'est un petit morceau de laine. Shehukemin dugma shemare hatseva le balabait. Keze tarpot ou keze. Donc il va peindre ce morceau de laine, c'est un petit chiffon. Et il le montre à son balabait qui lui a demandé de peindre quelque chose. Il dit, ça c'est la couleur que tu veux ou ça c'est la couleur que tu veux. Donc c'est des échantillons de couleurs. Et donc c'est un tout petit morceau de chiffon. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ça en fin de compte? Be'ira shel kané, shel gardi, ve'shi'ura mu'at. En fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire après? Quel est le but? Apparemment, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais le type qui tisse des habits. Il tisse des habits, alors il a un morceau de bois. À la fin, il bouge le morceau de bois avec un tissu. Ce morceau de bois, quand il y a des fils qui se encreusent,
se croisent. Ils font des nœuds. Ou qui font des nœuds, qui se croisent avec ce bois, il fait comme ça. Il arrive à les- Et voilà, il arrive à ça. Et à la fin de ce morceau de bois, il met justement ce chiffon pour... Donc c'est un tout petit morceau. C'est un tout petit morceau. Et ça veut dire quoi? Dans la Mishnah, nous on a dit que ces teintures, ces morceaux de... C'est quoi la mesure pour peindre le chiffon ou le morceau de tissu que les femmes y mettent sur le filet qu'ils mettent sur les cheveux? L'espace de ce filet, il est plus grand que ce petit truc, ce petit échantillon qu'on met à la fin du bâton. Il est plus grand. C'est deux mesures différentes. C'est pour ça que c'est remis, nous, on appelle ça en tant que contradiction apparente. Amar Rav Nachman, je retourne à la Gemara. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Avua, le fiche ein Adam Toreach, lishchot samemanim, litzboa behen dogma leira. Ils disent c'est simple. On a deux choses différentes. La Mishnah parle du brut. C'est quoi le brut? Le matériel duquel on va extraire la teinture. Ce que tu nous as apporté ici, c'est pas du brut, c'est déjà préparé, c'est déjà la teinture. Alors, personne va se livrer au processus de teinture, d'extrait pour un tout petit truc qui correspond à la taille du chiffon qu'on utilise en tant qu'échantillon. Personne ne va faire parce que ça demande un travail. Extraire cette couleur, ça demande un investissement de temps, de travail. Il ne va pas le faire pour un tout petit truc. Le minimum pour lequel il va le faire, c'est pour teindre et peindre ce tissu que les femmes y mettent en haut de leur filet. Donc, il dit c'est deux choses différentes. Quand tu parles de la chose qui est déjà prête, la chose qui est déjà prête, alors elle a une utilisation elle-même. C'est déjà un truc, c'est déjà une peinture, une teinture. Et là, c'est suffisant, un tout petit chiot pour peindre un échantillon. Mais un truc qui est à l'état brut, il faut le tremper dans l'eau, il faut extraire la teinture. Alors là, personne ne va le faire pour un tout petit truc. On va le faire seulement à partir d'un espace qui est plus grand. Oui, Yehuda. Oui, ben, il faut quand même qu'il le montre au client, Oui. qu'il ait des échantillons. Oui, Nous, absolument, c'est quoi. nécessaire. Alors, quand tu parles de couleur tu as déjà la couleur. Ouais. Alors, quelle est la définition d'une couleur qui est importante? Une couleur qui est suffisante pour être utilisée pour créer un échantillon. C'est tout petit. Mais c'est une couleur. Mais quand on parle des objets, des éléments à l'état brut duquel on va extraire, alors là, ça demande un processus. Le type ne va pas se livrer au processus d'extraire la couleur pour un petit truc comme ça. Il va le faire quand même pour... Oui, il va le faire pour un espace qui est plus grand. Je ne sais pas à quel point c'est plus grand, mais c'est le morceau de tissu sur le filet de la femme. En haut de la... Voilà. Je répète cette Gemara, juste pour être sûr que tout le monde a compris. Au Remini, on apporte une apparente contradiction. Chaque fois dans la Gemara, c'est écrit Ramé, Reminhu. C'est toujours l'idée qu'on apporte une autre source, que ce soit une Braïta ou une Mishnah, au même niveau que la source qui est en face de nous, qui est une apparente contradiction. Alors la Gemara dit Remini Hamotzi, Samanim Shrouyim Kadei Litzboa Behen Dugma Liira. Amar Rab Nachman Amar Rabba Bar Avua Lefi She'ein Adam Toreach Lishchot Samemanim parce que personne va se donner, faire l'effort d'extraire la peinture pour simplement un petit truc comme peindre un échantillon. Ok, mais quand on parlait de peindre l'échantillon, c'était pas les éléments à l'état brut, c'était la couleur elle-même. Meiraglaim, le pipi. Tana, Meiraglaim ad ben arba'im yom. Quand on parle d'urine, utiliser l'urine en tant que détergent, il faut attendre 40 jours que l'urine devient vraiment acide. Netter, Tana, c'est quoi netter? Netter alexandrite, velo netter anpantarine. C'est un netter, une espèce de plante qu'on utilise, qui vient d'Alexandrie et pas de quelque part d'autre. Borite, c'est quoi borite? C'est la terre. Tu me dis que le borite c'est le chol, mais il y a une braïta qui dit borite et chol, donc c'est deux choses différentes. Elle a maï borite, kavrita. C'est quoi borite? C'est kavrita. Meitive, on apporte une kushia. Hosifu alehen achal bitzin, va leinon, va borite, va ahal. Ici on parle de choses
de plantes qui sont soumises aux lois de Shemitah. C'est des plantes pendant la Shemitah qu'on ne peut pas cueillir, prendre la terre, parce que c'est des plantes. Et ça rentre dans la catégorie des choses, ça fait partie de la récolte qu'on ne peut pas faire du commerce avec pendant la Shemitah. Et on ajoute ces choses. Et dans la liste, il y a Borit. Et la Gemara dit, V'i salka da'atach keborit, kavrita. C'est quoi, Al? Une espèce de plante. Si tu me dis que kavrita, tu me dis que le borit, c'est le kavrita, kavrita mi'it b'shvit. Kavrita, elle n'est pas impliquée par les lois de Shvit parce qu'elle n'a pas de racines. Des Tanya, Tanya, Zehakla, ça c'est la règle. Kol sheyesh lo ikar, n'importe quelle plante qui a des racines, yesh lo Shvit, elle est impliquée par les lois de Shvit. Veshe ein lo ikar, ein lo Shvit. Et la maï borit, on retourne la question, c'est quoi borit? Ahala. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Va Tanya, va borit, va ahala. Non, ça ne peut pas être ahala parce qu'il y a quelque part d'autre où il s'écrit haborit et le ahala. Donc forcément, c'est deux choses différentes. Très gavnei ahala, c'est deux espèces différentes de ahala. C'est dans Maïlikim qu'on parle de Borit Karchina. Il a fait. Kimoulia, c'est quoi Kimoulia? Amar Rabbi Yehuda, Shlof Dutz. Ah, c'est Shlof Dutz. Bien sûr, tout le monde sait ce que c'est Shlof Dutz. Même Rachid, il ne sait pas ce que c'est. Ashlag, Amar Shmuel, Sheiltinu, le Kol Nichutei Yama. J'ai demandé, Shmuel dit, à tous ceux qui voyagent dans la mer, aux marins. Les marins, ils vont dans des endroits éloignés. Et on ne connaît pas ça ici. Peut-être vous connaissez, il a demandé aux marins Shmuel, c'est quoi Ashlag? Le Kol Nichutei Yama. Va'amuli shunana shmei. Ça c'est shunana, ok. Au mishtakach benukve de marganita, on les trouve dans les creux des perles. Le mapkele, le rams de parzela, on peut les extraire avec une espèce de chose en métal. On est arrivé à la Mishnah et je vais vous dire une chose, il me semble intéressante sur la paracha de ce Shabbat. Une chose, je pense que ça risque de vous intéresser. Dans la paracha, on voit qu'il y a deux préparations. Il y a la préparation de la galoute qui se fait par Yosef. Quand Yosef, il est vendu, il descend en Égypte, il est vendu, il est en train de préparer, le premier type qui est mis en exil, c'est Yosef. C'est la première personne qui va en exil dans la galoute, c'est Yosef. Mais il y a aussi en même temps, auparavant, il y a la préparation du Mashiach qui se fait avec Yehuda et Tamar. Alors, ce qui est très très intéressant, que la préparation du Mashiach, elle se fait sans connaissance. Il y a un manque de connaissance. Quand Yehuda il devient le père de la Shalchelet, la lignée du Mashiach. La lignée du Mashiach, ça commence avec Peretz. Peretz, c'est un des deux enfants issus de Tamar à cause de Yehuda. Peretz. Maintenant, cet accouplement avec Tamar, c'était sans conscience. Yehuda, il ne savait pas qui c'était. Ok? Alors, ce qui est très intéressant, si vous regardez au début, c'est quoi au début? Au début de toutes ces lignes du Mashiach, par exemple, Ruth, on l'appelle la mère de la royauté, de la mère du Mashiach. Ce n'était pas littéralement la mère, c'est la grand-mère. Mais on l'appelle Emma Mashiach, Emma Malchut. D'où est-ce qu'elle provient? Elle provient de Moab. De Moab. Maintenant, Moab, ça vient de Lot. Et Lot, c'est écrit dans la Torah, Velo yada b'shirva b'kuma, qu'il n'était pas conscient de l'acte sexuel auquel il a participé. Encore moins que Yehuda, parce que Yehuda, il savait qu'il faisait un acte sexuel. Oui, mais il n'était pas du tout dans le coup. Parce que vous savez l'histoire, après Storm, alors les filles pensaient vraiment que c'était la fin de l'humanité, il n'y avait plus personne qui vivait à part eux, ils disaient, oui, on va continuer, ils ont fait boire leur père, ils ont eu une relation avec leur père. Mais il n'était pas dans le coup, il n'y avait pas de prise de conscience. Donc, ça c'est ça. Après, Yehuda lui-même, duquel provient la ligne. Yehuda, comment il est né? À cause d'un accident. Yaakov Avinu, quand
il a épousé quelqu'un. Il a épousé Léa. Mais lui, l'intention, lui, il voulait avec Rachel. Lui, il pensait que c'est Rachel. Encore une fois, s'il avait épousé Rachel, il n'y aurait pas eu de Yehuda. Yehuda, il est venu plus tard, mais il n'aurait jamais épousé Léa. La seule raison qu'il a épousé Léa, c'est à cause d'un accident. Il n'était pas du tout conscient, c'était pas voulu. C'est Réhouven plutôt. Oui, le premier-né, c'était Adam. Mais Après, le fait qu'il a eu il est des enfants, le fait qu'il a épousé Léa, c'était pas du tout prévu, c'était pas conscient, c'était pas voulu. Ça faisait pas partie du plan vis-à-vis de Jacob. Donc on voit avec Lot, duquel est issu Moab et Ruth, on voit Yehuda, maintenant on voit aussi Peretz, et le père de David Ameller, qui est alors comment il est né? Comment il est né? Il est né parce que les sages, le Midrash nous racontent qu'à l'époque, les gens ont commencé à dire, écoute, ça va pas cette histoire, toi, tu es issu d'une relation interdite. Parce que c'est écrit dans la Torah, Lo yavo Amoni bekar Hashem. Alors, ils ont oublié qu'à Pi Halacha, il y a une distinction entre Ammoni et Ammonite, entre les femelles et les mâles. Moabite. Oui, Moabite, pardon. Moabite, ils se sont trompés entre Moabite et Moabite. De toute façon, il a dit, je ne peux pas continuer à cohabiter avec ma femme. Il dit, écoute, on va se séparer. Parce que peut-être on est en train de vivre dans le chet. Ils se sont séparés pour 3 ans. De qui tu parles alors? Yishai. Et pendant la séparation, c'est écrit qu'il avait une chifra, il avait une servante, il a rendu la liberté pour cohabiter avec. Voyez, pour cohabiter avec. Alors cette servante, c'était aussi la servante de son ex, de sa femme, dans la femme duquel c'était sa servante aussi. La servante a raconté à sa maîtresse qu'est-ce qui se passe. Un beau jour, une belle nuit, elle s'est déguisée, la femme, en servante. Et la nuit, elle est allée, ils ont couché ensemble, Yishai. Et mais lui, encore une fois, Yishai croyait qu'il était avec les servantes. Et il a été trompé. Un truc remarquable. Donc on voit toute la lignée du Mashiach. Tout, chaque fois, c'est sans conscience. Ça, c'est blidat. Maintenant, ce qui est intéressant, que les sages nous enseignent que le Mashiach, il y a 3 choses qui arrivent, behesech hadat, 3 choses qui arrivent sans conscience. Il y a le scorpion, un scorpion qui pique, il y a une trouvaille, Metzia, et le Mashiach. Le Mashiach, c'est une des 3 choses qui arrivent, blidat, sans conscience. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? On voit que l'idée de sans conscience avec l'idée du Mashiach. Le Mashiach, qu'est-ce qu'en fin de compte il vient faire? Il vient l'étaken la galoute. Parce que c'est quoi la galoute? Quand quelqu'un se disconnecte de sa source, alors il est en galoute. Et le Mashiach, il vient en quelque sorte reconnecter l'humanité et les gens à leur source. Alors, c'est quoi la première fois où on voit que des gens ont été exilés, qui ont été mis en galoute? C'est quoi la première fois que ça s'est passé? Adam et Chava. Adam et Chava, ils ont été comment on dit, éjectés de la maison, de leur maison de Gan Eden. Pourquoi ils ont été mis en galoute, Adam et Chava? Etz Hadat. Donc forcément, la rectification que le Meshiach, ça c'est le rôle du Meshiach, de l'arzir, de rebrancher les gens à leur source, il doit y avoir cet élément de blidat. Maintenant, pourquoi, encore une fois, c'est tellement important cette question de blidat? Juste dans 1 minute, on finit. 2 minutes. On avait appris ensemble avant quelques semaines, quelques jours, que le Matan Torah, Am Israël, ils ont déclaré Naaseh Benishma. Et c'était tellement important qu'à cause de ça, ils ont eu le mérite de recevoir la Torah. Et au moment qu'ils ont reçu la Torah, ils ont retourné au niveau d'Adam Rishon avant qu'il a fauté. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement important, Naaseh Benishma? Parce qu'il y a un engagement qui s'est fait sans prise de connaissance. On s'engage, Naaseh. Après, on va essayer de comprendre. Nishma. Encore une fois, on voit un truc pareil. Il y a un engagement
qui est tellement important que c'est à cause de ça qu'ils ont pu recevoir la Torah, retourner au niveau d'Adam Rishon avant la Chet, encore une fois, blidat, naseh, achakar nishma. Et, dernière chose, Purim. Qu'est-ce qu'on dit en Purim? Ad de l'oïda. Que Purim, il faut boire jusqu'à quel niveau? On arrive à un niveau qu'on perd la connaissance. Il n'y a plus de connaissance, on perd de prise de connaissance. Il n'y a plus de date, au point où on mélange entre Aou Haman et Baruch Mordechai. Pourquoi c'est comme ça? Alors, dans le livre, et là je finis, dans le livre Dat Tvunot du Ramchal. Le Ramchal, il explique à Kadosh Baruch Hu comment il gère le monde à Kadosh Baruch Hu. Ça vaut la peine de savoir. Il dit qu'il y a deux Hanagot. Il y a Hanagat HaMishpat. Hanagat HaMishpat, c'est Kadosh Baruch Hu, il a établi dans le déroulement du monde la justice. Il y a un système de justice. Et donc, à cause de ça, il y a Sachar ve'onesh. Il y a récompense, il y a punition. Ça, tout le monde est bâti comme ça. Mais, en attendant, à Kadosh Baruch Hu, il a un plan. Le plan, en fin de compte, il y a un soft tov, il y a une bonne fin. Il y a à cette histoire de l'humanité. Il y a une rectification et la Géoula. Ça, c'est quoi que ce soit, à Kadosh Baruch Hu, ça doit se passer. Et donc, à Kadosh Baruch Hu aussi a introduit, à part Hanagat HaMishpat, Hanagat HaYichud. Le Ramchal dit Hanagat HaYichud. Yichud, ça veut dire, il y a le nom d'Hachem, et Hachem lui-même devient un. Mais ça, Hanagat HaYichud, ça veut dire, de temps en temps, à Kadosh Baruch Hu, il a un filtre. Il impose Hanagat HaYichud pour garder l'humanité sur le bon chemin. Parce que si c'était simplement Hanagat HaMishpat, on risque à travers nos transgressions et nos actes de tout à fait passer à côté de la plaque et de ne jamais atteindre la Géoula. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on est gardé dans le bon chemin, de temps en temps, Hanagat HaYichud. Et ça, entre autres, c'est lié à cette histoire de Meshir Blidat. Il y a des choses qui se passent de temps en temps qui n'ont aucun sens. On n'est même pas, c'est pas voulu, c'est pas planifié, c'est pas chose. Et surtout le Mashiach, surtout le Mashiach qui est lié à Hanagat HaYichud. Voilà, je ne savais pas. Et c'est ça qui nous permet, en dépit d'Hanagat HaMishpat, d'arriver à la Géoula.